early in the morning. A long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up. Get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à nos programmes. Bienvenue dans Quinqueliba. Très heureuse de vous retrouver ce mardi pour le deuxième numéro de la semaine. Nous sommes le 23 juillet 2024. Une pensée pour tous les natifs du 23 juillet ce matin. Nos meilleures pensées vous accompagnent en cette journée. Alors ce matin, vous retrouverez en plateau Khadi pour la chronique littérature. Deux invités nous accompagneront jusqu'à 8h. Dans un petit moment, Alioune Badarakan vous présentera le profil de nos invités de ce matin. Les capsules habituelles, la gym avec le coach Tandara et ses équipes bien sûr, le bulletin météo avec nos partenaires de la NACIM et avant 7h30, je vous inviterai à regarder le bulletin d'info de votre matinale Quinqueliba. Le sommaire ne serait pas complet sans vos commentaires et réactions sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS1 ce matin également. Eh bien, j'attends tout simplement vos réactions. Profitez également de ce temps d'antenne pour souhaiter un excellent début de journée à toutes les personnes qui vous sont chères. Le sommaire est à présent complet et avant d'accueillir l'équipe en plateau, je vous invite à regarder les prévisions du jour. Voici le bulletin du jour. Dans un petit moment, on se retrouve en plateau pour la suite. Bon début de journée à toutes et à tous et à tout de suite. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour votre bulletin météo de la NACIM. La NACIM vous annonce d'ailleurs de fortes pluies attendues sur l'ensemble du territoire au courant de la période allant du mardi 23 juillet au jeudi 25 juillet 2024. Des pluies qui intéresseront progressivement dans la journée du mardi les localités est et sud et qui progresseront par la suite vers le centre, le nord et l'ouest du pays au courant de la soirée allant à la nuit. Donc au courant du mercredi, ce sera donc de fortes températures ou plutôt de fortes précipitations attendues sur l'ensemble du pays. Des pluies qui se généraliseront donc à toute l'étendue du territoire et qui persisteront jusqu'à la journée du jeudi. Donc il faut savoir que ces fortes pluies seront plus accentuées vers les localités sud, entre Kédougou, Tambacounda, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor ou encore Cap Skirring, vers le centre-sud avec Kaffrine, Kaolack, Diourbel et Fatick qui seront concernés, mais aussi l'ouest du pays, donc Dakar, Mou, Louga et Thiès, donc au courant de la période, alors du mardi au jeudi 25 juillet 2024. Donc vigilance est de mise par rapport à cet avis, chers téléspectateurs, et nous vous invitons à prêter forte attention à cette alerte de pluie afin de protéger non seulement vos biens, vos proches, mais aussi votre personne. Nous continuons avec notre bulletin quotidien, chers amis téléspectateurs, avec l'animation satellite pour voir qu'un ciel chargé est attendu au courant de la journée. Et comme je disais tantôt, des activités pluvieuses accompagnées d'orages sur l'ensemble du pays seront notées avec un flux qui sera donc un vent qui va souffler beaucoup plus de sud, apportant de l'humidité au courant de la période. Donc les prévisions de cette journée annoncent des pluies qui seront accompagnées d'orages, avec, comme je disais tantôt, de fortes quantités attendues sur une bonne partie du territoire, des flux qui intéresseront donc l'est du pays et le sud, et qui évolueront par la suite au courant de la soirée vers le centre, le nord et l'ouest du territoire. Donc il faut savoir que Dakar, Diourbel, Kaffrine, Fatick, Kaolack, Mbour, Thiès ou encore Louga sont tous concernés par ces fortes pluies qui nous intéresseront donc à partir de cette journée allant jusqu'au jeudi. Donc chers téléspectateurs, je tiens à attirer votre attention sur cette alerte de pluie qui intéressera donc l'ensemble du territoire avec de fortes quantités attendues sur Kédougou, Tambacounda, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, Dakar, Louga, Mbour ou encore Cap Skirring et le centre-sud avec Kaffrine, Kaolack, Diourbel, Fatick et Thiès qui seront intéressés. Donc pratiquement toute l'étendue du territoire sera sujette à ces fortes pluies au courant de la période allant du mardi 23 juillet au jeudi 25 juillet 2024. Chers téléspectateurs, c'est sur cela que nous nous quittons. Nous vous invitons à suivre l'information météorologique en provenance de la NACIM à travers les réseaux que voici. Et vous donnons rendez-vous donc demain à la même heure. Et d'ici là, passez une excellente journée.
Excellent début de journée en notre compagnie. Bon matin également. L'équipe me rejoint en plateau maintenant. Alioune Badara, nos invités et Khady s'installent pour vous. Je rappelle que nous vous accompagnons jusqu'à 8h. Eh bien, je vous invite maintenant à suivre la capsule du coach Tandara. C'est l'heure de la gym sur votre matinale. On vous retrouve dans un petit moment ensuite pour la suite du magazine. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Le renforcement des membres inférieurs. Alors ces temps-ci, il est plutôt et beaucoup question de renforcement, puisque vous savez, en tout cas, le bas du corps, comme vous le savez, eh bien, les jambes qui constituent surtout les 50% des nerfs du corps. Les jambes qui constituent également 50% surtout des vaisseaux sanguins au niveau du corps. Et ceci, mesdames et messieurs, c'est à retenir. Voilà pourquoi le renforcement des membres inférieurs est toujours important. Important dans la mesure où pas de véritable force sans, justement, on a l'habitude de dire la bonne sangle abdominale, mais attention également les jambes. Alors, si vous cessez de marcher, la santé, évidemment, elle est assez fragile. Et donc, voilà pourquoi il faut toujours renforcer. Et puis marcher. Marcher, c'est vrai que souvent, eh bien, on dit que c'est la clé du succès, même si vous n'avez pas, en tout cas, fait de musculation proprement dite. Mais marcher, encore une fois, et puis sur du sable meuble, mais également utiliser aussi les vélos, que ce soit la série de rayons spinning, que ce soit également, eh bien, l'autre vélo, il s'agit, eh bien, l'elliptique, le vélo elliptique. Alors, cela dit, mesdames et messieurs, je vais laisser la parole au coach Bou. Nous allons revenir largement eh bien, sur le renforcement des membres inférieurs. Alors, qui dit membres inférieurs parle surtout eh bien, des jambes. Alors, il est vrai qu'à partir de la ceinture pelvienne, à partir justement de cette ceinture pelvienne, mesdames et messieurs, ça va aller vers les fessiers, le grand, le petit et les moyens fessiers. Alors, tout ceci rentre dans le cadre de ce renforcement des membres inférieurs. Alors, coach Bou, c'est à vous. Deuxième jour de semaine encore, on poursuit toujours notre semaine d'entraînement. Donc aujourd'hui, on va passer directement sur le renforcement des membres inférieurs. Comme vous savez, les membres inférieurs, ils sont cruciaux. Et vous savez bien, c'est la partie qui regroupe les plus gros muscles, notamment le quadriceps, l'ischio-jambier et en même temps le fessier. Donc c'est des muscles en même temps qui soutiennent le genou. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent des problèmes de genoux, des douleurs de genoux. Et c'est l'occasion de faire des renforcements qui vont faire travailler le bas du corps. Et là, vous pouvez et vous aurez en même temps un genou qui est bien solide, et vous aurez en même temps une articulation qui sera bien mobile, et il n'y aura pas de problème par rapport à des douleurs qu'on va sentir au niveau du genou. Donc de ce fait, on va vous proposer des exercices qui vont faire travailler cette partie de notre corps. Très rapidement, on va passer dans nos prestations. Le renforcement des membres inférieurs, ici, mesdames et messieurs, c'est avec du squat. Alors le squat avec un dos assez plat, évitez de faire eh bien, le dos rond. C'est vrai que ça ne fera que faire, en tout cas peut-être provoquer des blessures. Et donc, encore une fois, mesdames et messieurs, il faudra y veiller. Il faut y veiller, mais aussi veiller à votre rythme respiratoire. Alors la respiration doit être constante, à savoir l'inspiration et l'expiration. Alors l'expiration qui se fera retenir à la fin du mouvement, alors qu'en début de mouvement, vous avez justement eh bien, votre inspiration, et donc vous oxygénez à fond afin de rejeter eh bien, l'oxygène qui est impur au dehors. Alors, les quadriceps vont bien travailler, bien sûr. Vous avez aussi les ischio-jambiers derrière la cuisse qui vont également être touchés. Et vous avez aussi, mesdames et messieurs, regardez cette position, puisque depuis le solaire, en allant vers le haut, avec les jumeaux,
ça fait beaucoup de bien, mesdames et messieurs. Ça fait que renforcer, encore une fois, eh bien, ce renforcement qui est extrêmement important pour la suite des choses. Alors, regardez avec ce pied qui avance et puis ça reprend. Mais, mesdames et messieurs, je crois que là, on peut s'en arrêter là, puisque l'exercice est terminé. On va maintenant aller à ce volet. Évidemment, un volet, on ne dira jamais assez important, puisque ce replacement des muscles, ce replacement des articulations, ça permet quoi, mesdames et messieurs, d'éviter en tout cas eh bien, d'éventuelles blessures. Et puis, pour l'efficacité du travail, encore une fois, je crois que ça, tout le monde doit le faire, puisque c'est ce qui boucle eh bien, une séance d'entraînement. Alors, la parole, dans quelques instants, je vais la donner eh bien, au coach Pou. C'était la partie de renforcement de notre partie, telle que les membres inférieurs. Donc vous avez vu les exercices qui ont été bien ajustés. Essayez cela si vous pouvez le faire en gobelet squat et des squats où vous allez avoir de très bonnes descentes. Et là, vous sollicitez bien vos membres inférieurs, tels qu'ils sont les plus gros muscles, comme on le dit. Et vous savez aussi, ceux qui ont besoin de perte de poids, c'est des gros mangeurs de gras et de calories. Donc là, faites-le pour vous-même et vous vous sentez très bien. Merci à vous qui nous suivez. À demain, Inch'Allah. Merci beaucoup encore une fois, coach Bou. Certainement, nos téléspectateurs ont apprécié à sa juste valeur eh bien, cet exercice que vous venez de nous terminer. Encore une fois, merci beaucoup à tous ceux-là qui, de près ou de loin, nous amènent, nous envoient des encouragements, eh bien, des encouragements qui nous permettront toujours eh bien, de persévérer. Et comme la persévérance finit toujours par payer, mesdames et messieurs, il faut le dire encore une fois, on va encore pousser ensuite le niveau et surtout quand on parle d'effort physique, mesdames et messieurs, c'est une qualité à ne pas négliger. Alors cela dit, mesdames et messieurs, notre rendez-vous avec vous, c'est demain. Passez une excellente journée. Merci coach Tandara. Et à demain pour d'autres démonstrations. Il est exactement 6h42 et l'équipe est en plateau avec moi. Bonjour à tous. Khadi, comment vas-tu ce matin? Ça va très bien. Ça va, bien réveillé au taquet? Oui, bien réveillé au taquet. Mais ça va. Ok, parfait. Mais tu es magnifique la reine, hein? Oui. Laisse-moi te le dire. Ça, c'est vrai. Merci. J'ai l'insi-honneur d'être le premier à te le dire. Avec le pain Merci tissé. beaucoup, c'est pain gentil. tissé. Et je remercie les équipes de Canetia qui m'ont habillée. C'est un jeune d'ailleurs qu'on a reçu sur ce plateau de la matinale, un jeune expatrié qui vit en France, mais qui fait quand même des choses ici au Sénégal, dans le secteur de l'habillement également. Donc, Tu es merci à ravissante. toute l'équipe. Tu es ravissante. Merci Khadi, t'es gentil, comme d'habitude bien sûr. Nos invités également sont en Made in Africa, tant mieux. Il y a de la concordance ce matin entre nous. Je te laisse les présenter à nos téléspectateurs. On va dire, disons que c'est un jour spécial ou bien un plateau spécial réservé à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pourquoi? Parce que les deux invités nous viennent donc de cette auguste institution, on peut le dire ainsi, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. On va commencer par le professeur Sylvestre Kouakou, professeur assimilé en sciences de l'information et de la communication à l'UCAD, plus précisément à l'EBADA où il dispense ses cours. Il est membre du comité scientifique du COSICA 24, 2024 je crois bien. Alors le COSICA, c'est le colloque sur les sciences de l'information et de la communication en Afrique. Et cette année-ci, le thème est vraiment d'actualité parce qu'il porte tout simplement sur donc, les sciences et métiers de l'information et de la communication à l'épreuve de l'intelligence artificielle. Sommes-nous menacés? Nos emplois seraient-ils en péril du fait de l'intelligence artificielle? Donc on aura le temps d'en débattre durant la partie invitée, en tout cas, durant la première partie qui lui sera consacrée. Et à sa suite, une grande dame qui nous vient, elle, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais plus précisément du COUT, le Centre des œuvres universitaires de Dakar. Alors, Madame Mariama Kamara Diallo Diouf, pour faire plaisir à M. Diouf, donc Madame Diouf, qui est adjointe chef de service au département de l'animation culturelle du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Elle est là par rapport, donc, pour nous parler, bien sûr, voilà, de la semaine culturelle du Koudan, un grand rendez-vous pour ceux qui connaissent un peu la vie sur le campus universitaire. Et cette année-ci, le thème véritablement voilà, est rassembleur, parce qu'il est question de parler des terroirs,
des cultures, quand on sait quand même le campus est un creuset véritablement de la nation sénégalaise, c'est le Sénégal en miniature. Et donc on parle là bien sûr de la pertinence de ce thème-là, de comment vous comptez vous déployer tout au long de cette semaine pour associer le plus grand nombre. Donc voilà les questions qui seront au menu des échanges avec notre deuxième invitée, Madame Diouf. Donc un spécial Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour ce deuxième numéro de la semaine sur la matinale Kinkeliba. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Kinkeliba. Mariama Kamara Diallo Diouf, c'est les Sérères toujours qui sont... Mais très métissés, et c'est une chance, hein. J'ai l'envie. Hein. Voilà, bienvenue sur le plateau. Il y a du Bambara saucé, oui. Il y a du Poulard, c'est normal, le Diallo. Voilà, il y a le Sérère. Hein. C'est un bon mix finalement, un bon mélange. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Comment allez-vous? Bien réveillé ce matin? Très bien, merci. Professeur Sylvestre Kouakou, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Je vais bien, merci. Bien réveillé aussi? Oui, tout à fait, merci. Parfait, parfait. Alors, au-delà des sujets qui vous emmènent sur ce plateau, eh bien, il y a la chronique littérature avec Khady également ce matin. Sujet, ma chère Khady? Voilà, alors aujourd'hui, nous allons parler d'un ouvrage qui s'intitule L'accompagnement éducatif des jeunes en difficulté d'insertion sociale. Quel modèle pour quelle société? Et l'auteur se nomme El Hadj Séga Gueye. Et en deuxième lieu, nous verrons une nouvelle parution. Très bien. Je n'ai pas annoncé la revue des titres, mais vous le savez, désormais, c'est un exercice quotidien sur votre matinale. On va découvrir la une des journaux du jour. Et puis, à la fin, sujet annoncé également hier, on en reparlera, la présidence des États-Unis avec le retrait de la candidature de Joe Biden. C'est désormais Kamala Harris, donc, qui est en cours. Tout autre sujet, on en parlait également hier, il s'agit du démarrage du brevet de fin d'études moyennes, le BFM 2024, les potaches à l'assaut, autant pour moi, du premier diplôme. Le ministre Guirassy qui rassure sur le bon déroulement des épreuves sur toute l'étendue du territoire national. C'est vrai qu'on n'a pas eu écho de dysfonctionnement en ce qui concerne l'organisation ni le déroulement. Les potaches ont bien respecté les consignes également. Donc personne n'a été exclu, pas de téléphone saisi, contrairement au bac où, en tout cas, on l'espère encore aujourd'hui, il y aura une seconde chance pour ces candidats qui, malheureusement, n'ont pas pu composer en raison de téléphones qu'ils avaient tout simplement sur eux. L'interdiction a été, dans tous les cas, respectée pour ce qui concerne le BFM. Le rapport sur l'emploi au Sénégal à la une de Sud Quotidien également ce matin, avec ce chiffre, 61 036 contrats visés, soit 15% de moins qu'en 2022. Le sujet revient à la une du quotidien Le Quotidien ce matin. Le rapport sur la préservation de l'emploi qui nous indique que le marché est au ralenti. Les statistiques du travail révèlent que 579 emplois ont été supprimés et 123 établissements fermés en 2023. Les BTP, le commerce, la restauration sont les secteurs les plus impactés. Poursuivons cette fois-ci avec la une du quotidien LAS. Vous apercevrez dans un petit moment la photo du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il heurte les notaires. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il a nommé Oumar Dieng comme titulaire de la charge à Louga. Alors, je vous explique un tout petit peu. Vous retrouvez les détails dans les colonnes de ce même quotidien à la page 4. Donc, c'est l'étonnement chez les notaires du Sénégal qui ont découvert, à leur grande surprise depuis hier, qu'ils comptent parmi eux un nouveau membre nommé par le président Bassirou Diomaye Faye. Il s'agit d'un certain Oumar Dieng. Alors, c'est ce dernier, selon les notaires, ce qui les dérange, c'est que ce dernier, d'après plusieurs sources, n'est pas passé par un concours
condition sine qua non pour devenir notaire au Sénégal. Mais il faut lire son parcours parce qu'il est intéressant justement et nos confrères reviennent sur ce parcours dans leur colonne. Alors nous réclamons l'ouverture des concours en rapport avec la justice pour corriger les déficits d'avocats, de notaires, d'huissiers et d'experts, mais également la correction du déficit de magistrats dont le ratio est de 1 magistrat pour 1000 au Sénégal. Ça, ce sont donc les propos de Yves Zalé qui réagissait à cette nomination. Certains sont pour, d'autres contre. Il faut ouvrir. Ben, écoutez, il faut bien également qu'ils puissent savoir ce qu'ils veulent, nos amis notaires, parce que je me souviens également qu'il y a de cela juste quelques années, même pas 2 ans, hein, il y a des jeunes qui avaient brillamment réussi donc à ce concours-là, et pourtant les notaires ne leur ont pas ouvert les portes. Hein. Ils avaient même rué dans les brancards, ils avaient tenu quelques manifestations pour qu'on puisse leur attribuer des charges, parce qu'au Sénégal, on a comme l'impression que le notariat est réservé à... Voilà, à un petit club, à un petit cercle de privilégiés. On va même dire que c'est peut-être quelques rares familles sénégalaises donc, qui ont voilà, l'honneur d'être notaire à vie. Hein, on se passe la charge de père en fils. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est bien de voir le président de la République au moins donc, donner cette possibilité-là à un Sénégalais d'exercer loin de Dakar. Parce que déjà, la plupart des notaires sont... donc dans la capitale sénégalaise. Donc moi je pense que c'est un secteur où véritablement il faudrait davantage ouvrir pour donner quand même à ceux qui veulent embrasser cette carrière-là, donc voilà, d'y entrer et de soulager davantage aussi les Sénégalais quand on sait que aussi les prix pratiqués par nos amis les notaires souvent quand même sont hors de portée de Gourgoulou, ce qui fait que Gourgoulou a rarement des actes notariés parce que bon, il se dit ben, écoutez je vais m'en passer parce que là je n'ai pas les moyens de recourir au service de notaire. Ça également c'est l'un des non-dits. Par rapport donc à cette vague de réformes qui est annoncée, je pense que ce secteur-là également gagnerait véritablement d'être revu pour qu'il soit beaucoup plus démocratique, accessible au plus grand nombre. Oui, et voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'Omar Dieng, justement, nous vient de la diaspora, et on le sait, il ne faut pas fermer les portes, justement, à nos compatriotes qui sont peut-être nés ailleurs, mais qui sont bien sénégalais également. Et c'est le cas de Omar Dieng, dont on nous parle ce matin, qui est notaire et qui est né en Côte d'Ivoire, notamment. Yor, maintenant, pour poursuivre notre revue des titres de ce matin, avec le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire. Et le 1er mars 2024, eh bien, les experts dénoncent la détention arbitraire de Sonko et Diomaye par Macky Sall, dossier à retrouver à la page 5 de ce même quotidien. 24 heures maintenant pour la reddition immédiate des comptes. Keïta y va au bulldozer, peut-on lire à la une de ce quotidien ce matin. La peine que je ressens à passer 70% de mon temps à démêler leurs nœuds, à déjouer leurs pièges, à démanteler leurs forfaits. Au-delà, dit-il, eh bien cela me fait mal, me couvre de honte et de tristesse pour mon pays. Les mots qui me viennent à l'esprit sont lâcheté, traîtrise et méchanceté. Quand je vois tout ce qu'ils ont fait à nos institutions, l'État doit sévir, dit-il. La Tribune maintenant, avec à la une ce sujet, le directeur de la RTS sur la situation du pays et qui déclare ceci: l'unique solution est de dire la vérité au peuple et procéder aux ruptures. À l'affiche, vous apercevez justement la photo de Papa Lénion, actuel directeur général de la RTS, et bien sûr la photo du président de la République et du Premier ministre ce matin. Le sujet sur la reddition des comptes revient à la une de Réumi Quotidien ce matin avec le réquisitoire ferme de Fadilou Keïta. L'État doit sévir, dit-il. Les propos sont repris donc à la une de Réumi Quotidien ce matin. Aucun franc ne devrait rester entre leurs mains. Besbi le jour nous parle de chemin de fer. Eh bien, les énormes dégâts sur les rails du tronçon Kaffrine-Tamba, du chemin à faire finalement. Oui, il faut le reconnaître. Le train devrait siffler en décembre 2023. Récemment, 36 milliards ont été injectés sur ce tronçon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire et à revoir en ce qui concerne la relance du chemin de fer. Malheureusement, l'État central a laissé faire aussi. Il y a des gens qui se sont installés là où ils ne devraient pas l'être. Donc, c'est des investissements perdus. On a l'impression qu'il faut tout reprendre finalement. Et même pire, hein, d'ailleurs, sur cet axe-là, il y a une vidéo devenue virale où on voit carrément des écrous qui ont été emportés par voilà, des malfrats. Hein, qui ne se soucient pas du tout donc, de la sécurité des usagers du train, mais qui ne sont omnibulés que par l'appât du gain. Ça également, qu'est-ce que l'État peut y faire? Je crois qu'à ce niveau, c'est à nous quand même de faire notre propre introspection. C'est vrai. Parce qu'imaginons, on ne peut pas mettre un gendarme sur chaque
maître du chemin de fer. Ce n'est pas possible. Ça, quand même, c'est juste le fait du comportement humain. Et quel comportement, de très mauvais comportement qu'il faudrait véritablement aujourd'hui bannir. On revient de Saint-Louis, vous avez vu, à Saint-Louis, hein, le rail a carrément disparu. Hein. Voilà, au beau milieu d'habitats flottants, voilà, de construction illégale et tout cela. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une petite part de responsabilité. Il y a même des marchés qui se sont installés. Des marchés flottant carrément sur le chemin de fer. Sur le chemin de fer. Mais c'est vrai qu'il y a une part de responsabilité quand même, parce qu'au moins, au moment de l'arrêt du trafic ferroviaire, il fallait au moins préserver l'outil, préserver l'existant en attendant la reprise. C'est ce qui n'a pas été fait, ce qui fait que ça a gâté donc, la voie ferrée. Mais maintenant qu'il y a une volonté ferme donc, de faire redémarrer le train dans notre pays, il faudrait que tout un chacun puisse quand même jouer sa partition. Parce qu'un pays sans un chemin de fer développé ne peut prétendre à l'émergence. Et ce qui était le fort du Sénégal, sa force principale dans l'écosystème de l'AEF à l'époque, c'était véritablement son réseau ferroviaire assez dense. On avait le meilleur réseau en Afrique de l'Ouest francophone. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi on n'a pas été capable de préserver ce legs-là? C'est là où, véritablement, je ne serai jamais clément envers les autorités qui sont succédées à la tête de l'État. Parce que pour moi, j'y vois même certains le pensent, qu'il s'agit même d'un crime économique. Parce que c'est un véritable crime. Parce que ce chemin de fer-là aurait pu permettre au Sénégal même de ne pas faire de son premier baril de pétrole. Donc, disons, la condition sine qua non à son développement. Parce qu'on a vu des pays qui n'ont ni pétrole, ni or, ni gaz, mais qui se sont appuyés sur donc, leur réseau de chemin de fer pour pouvoir décoller économiquement. Et je pense que le Sénégal aujourd'hui ne doit pas déroger quand même à cette règle. Il est tout à fait heureux quand même de constater qu'il y a une dynamique qui est notée donc pour réhabiliter le chemin de fer dans notre pays. Et cette dynamique doit être accompagnée par les populations. Bien sûr, on doit s'approprier cela. Tu parlais de ces écrous-là. Et même avec les nouveaux autoponts qui sont disponibles, les gens ont déjà commencé à enlever par-ci, par-là. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi les gens font ça. Les égouts sont bien fermés. À un moment, on retire tout ce qu'il y a comme couvercle. Ensuite, on va en faire autre chose. Et on met en difficulté les populations, soi-même finalement, quelque part. Donc je pense qu'il faut réfléchir aussi à un changement de comportement dans tout cela, et peut-être sensibiliser davantage, qui sait. On va terminer la revue des titres de ce matin avec Direct News d'abord, quotidien d'information générale, et ensuite on va passer à la une de Stade avec l'accès difficile au financement, le supplice des jeunes pharmaciens ce matin décrié dans les colonnes de Direct News. Le président Diomaye a été interpellé. 300 jeunes pharmaciens disposent depuis plus de 2 ans d'un arrêté leur permettant d'ouvrir leur pharmacie. L'ouverture d'une pharmacie nécessite un accompagnement de grossistes pour la fourniture de médicaments. 200 et 300 de cette nouvelle génération de pharmaciens se sont vus refuser cet accompagnement des grossistes qui ont préféré les renvoyer auprès des banques. Et quand on sait comment ça se passe au niveau des banques, on comprend évidemment toutes leurs difficultés et leurs peines. On termine avec le sport, la revue des titres de ce matin. Le mercato des Lions. Lamine Camara et Iso en attente, bien sûr, pour voir où est-ce qu'ils vont aller, quel sera leur point de chute. L'OM n'a pas vraiment réussi à Iso, finalement. Bon, on espère qu'il va trouver un meilleur club. Lamine Camara, c'est une pépite. Ça devrait le faire aussi. L'athlétisme à la une également ce matin sur Stade, avec notamment El Hadji Malick Diop qui dit qu'il faut placer au moins 10 athlètes au JO. On en a 11, c'est déjà bien. Et on espère une médaille, évidemment, à l'issue de ces Jeux Olympiques. Ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Il est 6h58 exactement. Parlons d'actualité internationale. On voyage un tout petit peu hors de nos frontières. Je vais commencer avec le professeur Sylvestre Kouakou. Comment analysez-vous personnellement ce retrait de candidature de Joe Biden? Est-ce qu'il fallait s'y attendre? Est-ce qu'il aurait dû se retirer beaucoup plus tôt et laisser Kamala Harris dans la course? Est-ce que cela augmente les chances de Donald Trump ou finalement pas? Comment vous analysez cela? Merci, bonjour à vous et je tiens à vous remercier pour l'invitation. Alors, parlant de cette question pour les États-Unis, alors je juge intéressant le retrait de Joe Biden, parce qu'on a tous vu les difficultés qu'il avait, donc du point de vue cognitif. Il avait d'énormes difficultés. Ça, des pertes de mémoire, il oubliait beaucoup de choses. Et donc, c'était salutaire, je pense, son retrait. Et puis, espérons qu'avec Kamala Harris, on puisse avoir la première femme présidente des États-Unis. Bon, on l'espère vivement. Est-ce qu'en le choisissant, les républicains, les démocrates, autant pour moi, n'ont pas pris finalement un gros risque? Ils auraient peut-être dû miser sur Kamala tout de suite, non?
Oui, mais je pense que bon, ils ont cette tradition-là qui consiste à accompagner le président pour un second mandat. Donc, bon, je pense qu'ils sont fiers à cette tradition, mais c'était à Joe Biden peut-être voilà, de décrypter les signaux et de ne pas accepter donc l'investiture démocrate en se retirant. Parce que moi, j'ai pensé à ce schéma lors de son Premier accession mandat, à la oui. magistrature Il était suprême. déjà Au très regard âgé. de son âge avancé, je pensais en fait qu'il ferait juste un mandat de transition pour apaiser les esprits, parce que comme il y avait une forte tension aux États-Unis, et permettre à Kamala Harris d'être la première femme donc, présidente donc, de la première puissance mondiale. Mais peut-être que c'est le goût du pouvoir, hein, malgré son âge si avancé. Mais Ça, pour Donald nous, Trump Africains, c'est aussi n'est une pas très nouveauté, loin hein. de lui, hein, Oui, mais il semble mieux portant. en meilleure santé. Voilà, en meilleure santé quand même que Joe Biden, hein. Et déjà, il joue sur ça. Hein. Car souvent, quand il monte donc, sur scène, hein, on le voit un peu, c'est un show à l'américaine pour montrer à son public qu'il est toujours là, qu'il est l'homme vigoureux, l'homme qu'il faudrait donc à la tête des États-Unis d'Amérique, contrairement au sénile. Donc Biden, c'est comme ça qu'il le qualifie. C'est pas moi qui le dis. Donc il dit qu'un sénile ne peut pas être à la tête des États-Unis. Mais bon, peut-être quelque part les faits lui ont donné un peu raison, parce qu'on a vu que le premier face-à-face avec tout à fait. Trump a été quand même catastrophique. Tout à fait, Hein. tout à fait. Entre-temps, il y a eu l'occasion quand même de ce sommet de l'OTAN où on pensait que c'était donc sa dernière chance là également. Il n'a pas su tirer profit de cet essai, de ce second essai, et ce qui fait qu'il s'est rendu à l'évidence. Mais au moins, il a eu la grandeur de se retirer de la course. En Afrique, on serait accroché jusqu'à la mort, donc au pouvoir. Hein. Voilà, inutile de citer ces cas-là, de pays qui sont dirigés par des gens qui sont là, moi, bien avant ma naissance, par exemple. Hein. Il y a deux pays d'Afrique centrale qui sont dirigés par des, voilà, par des gens qui sont là, qui ont été là, bien avant ma naissance à moi. Et quand je me vois, je me dis, mais c'est incroyable. Donc, au moins, par rapport à ça, quand même, on se doit de lui rendre hommage. Et puis maintenant, pourquoi pas Kamala Harris, mais ça ne va pas être simple. Oui, une parce dame. Parce qu'elle a juste 3 mois. 3 mois pour se préparer. 3 mois, c'est trop peu, hein, quand on connaît un peu donc, le gigantisme des élections américaines. C'est plusieurs États à couvrir, c'est des levées de fonds à faire. Déjà, il y a un problème parce que par rapport aux textes qui régissent un peu le financement des partis politiques aux États-Unis, ces fonds ont été levés pour le candidat Biden. Oui. Maintenant que Biden se retire, ils n'ont pas le droit de reverser automatiquement donc, les fonds à Kamala Harris. Donc ça pose un autre problème. Mais je pense qu'elle va apporter de la fraîcheur au camp démocrate. D'ailleurs, il y en a qui disent que ce n'était pas le souhait de Trump. Hein. Trump aurait souhaité avoir comme ce serait peut-être beaucoup plus simple pour lui, absolument. Maintenant, il va devoir changer de logiciel, tout à fait, de discours, mais peut-être avec l'aide des communicants, des spécialistes de la communication et de l'information, comme le professeur Kouakou. Il saura revoir. Je crois que c'est la deuxième fois que Trump affronte une dame, parce que il y a eu également Hillary Clinton. Oui. Cette fois-ci, c'est Kamala Harris, une dame à la tête des États-Unis. Vous pensez cela possible? Oui. Écoutez, c'est possible. Moi, je pense que ça vient à un moment charnière où justement, en fait, on a besoin d'une certaine nouveauté, d'une certaine fraîcheur, comme vous disiez par rapport à ça. Et Kamala Harris représente aussi ce métissage aux États-Unis. Elle représente aussi une force de caractère. Elle était à côté de Joe Biden. Et donc, je pense qu'en fait, elle pourrait aussi, si elle a de bons communicants, si elle arrive vraiment à fédérer, je pense qu'elle pourrait quand même avoir une chance de pouvoir percer et de remporter. C'est vrai que quand on la voit, il y a le charisme qui est déjà là. On sent quelqu'un qui maîtrise déjà le job. 59 ans, donc exactement, elle est jeune. L'Amérique a élu quand même Barack Obama, métis. Afro-descendant, j'ai envie de dire. Qui a du sang indien. C'est un vrai mélange finalement, Obama, qui vient du Kenya aussi, du sang indien, des États-Unis. Un vrai melting pot, le rêve américain quelque part finalement, puisque c'est des chances égales à tout le monde. Pourquoi pas une femme, Khady? Oui, pourquoi pas une femme? Alors, vraiment, c'est flagrant que Joe Biden n'en pouvait plus. Il est éreinté, malade. Et c'est normal, vraiment, qu'il prenne cette décision pleine de sagesse. Et vraiment, je suis euphorique également pour la candidature de Kamala Harris. Vraiment, c'est une femme brillante, dynamique. Et pourquoi pas une femme? Oui, moi, je suis... C'est déjà arrivé dans d'autres pays africains. Hein. On pourrait envisager, c'est là chez nous ou pas, une femme ici au Sénégal, oui. C'est possible. Il y a des femmes nous en sommes loin. Nous en sommes loin quand on voit l'engagement des femmes pour les femmes qui sont dans l'arène politique. Non, mais est-ce que c'est des... Non, attends. Non. Est-ce que c'est les femmes qui doivent s'engager pour les femmes, pour pouvoir soutenir la candidature des femmes? Il faut que la femme candidate à une présidentielle soit portée au moins par la gente féminine, mais tel n'est pas le cas.
Déjà, il y a peu de dames qui réussissent un peu donc, à passer le filtre du parrainage. Imagine si toutes les dames avaient au moins... pour cette présidentielle, on n'avait qu'une seule dame. Hein. Voilà, il y avait des femmes, des candidates qui ont été recalées parce qu'elles n'ont pas pu avoir le nombre de parrainages nécessaires. C'est parce que les femmes ne sont pas pleinement engagées derrière elles, à leur côté. Mais je crois que c'est bien de voir déjà ces des dames qui percent dans l'arène politique, mais nous en sommes très loin. Quand on se rend à l'évidence par rapport un peu à la sociologie politique du Sénégal, c'est très compliqué. Bon. Messieurs, moi, quand même, je dirais que c'est un problème épineux. Ouais. Pourquoi? Parce que la politique ici au Sénégal, ce n'est pas facile. Hein? Même quand on est un homme, ce n'est pas facile, à plus forte raison d'être une femme. Il y a des dames qui sont dans l'arène politique et qui se battent bien. Évidemment, elles sont compétentes. Il y en a qui se battent très bien, qui se positionnent très bien. Mimi Touré, elle a traversé, et elle tient encore aujourd'hui. D'ailleurs, elle sera l'invitée de Chant contre Chant, d'ailleurs. Mais Mimi Touré, est-ce qu'elle a passé le filtre du parrainage? C'est l'engagement, en fait. Elle n'a pas pu passer cette étape-là. Parce que si toutes les femmes en avaient fait leur championne, il est clair qu'elles passeraient, qu'elles pourraient même avoir des chances d'être présentes dans la République du Sénégal. Mais bon, on ne choisit pas. Je ne choisis pas parce que c'est une femme, mais bon. Allez-y, justement, c'est ce que je voulais dire. Oui, parce qu'on a confiance en ce candidat-là. Donc ça veut dire que les hommes ne nous soutiendraient pas? Je ne partagerai pas ce sexisme-là, parce que dire que toutes les femmes devraient soutenir une dame, je pense que c'est un peu réducteur. On va dire, les hommes aussi pourraient soutenir des femmes. Pourquoi pas? Je crois que voilà, on devrait plutôt encourager les femmes à s'engager davantage, tout simplement, et puis tous être avec les meilleures candidates, si on le pense. Bon, c'est vrai que sociologiquement, en Afrique, il y a des réalités à prendre en compte. Mais il y a des femmes quand même Il y a eu Ellen Johnson Sirleaf au Libéria. En Éthiopie, bon, c'est vrai que c'est une présidente, même si c'est une présidence d'honneur. J'essaie de me souvenir. En Centrafrique, il y a eu Catherine Samba-Panza. D'autres exemples sur le continent comme ça. Je vois que ces deux femmes-là, trois. Nous sommes 53 pays. Hein, si je ne me trompe pas, vous n'avez pu sortir que trois exemples. Il y a encore du travail à faire en Afrique. C'est clair, c'est sûr. C'est sûr, sociologiquement, il y a beaucoup de choses à revoir, mais il faut de l'engagement aussi pour arriver à tout cela, et bien évidemment. 7h07, merci pour vos contributions, et je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent également réagir sur nos différentes plateformes digitales et nous donner leur avis, bien sûr. On passe à la chronique littérature, c'est celle de Radi, et c'est juste après ceci. Alors, il est où l'ouvrage que tu nous présentes ce matin, Radi? Il s'intitule L'accompagnement éducatif des jeunes en difficulté d'insertion sociale. Quel modèle pour quelle société? Et on va d'abord faire connaissance avec l'auteur avant de revenir sur l'œuvre. Alors, l'auteur, il est docteur en sociologie, enseignant-chercheur et auteur de plusieurs ouvrages. Alors, il enseigne en France. Tu n'as pas dit son nom? Elhadj Sega Gueye. Elhadj Sega Gueye. On parle de l'œuvre maintenant. Alors, de quoi, enfin, pas de quoi parle-t-il? On a déjà une petite idée, mais en substance, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet ouvrage? Alors, c'est un ouvrage de 197 pages paru aux éditions Harmattan. Alors, il faut savoir que l'éducation est la capacité de façonner un être qui soit sociable, capable de répondre aux attentes de la société, être un bon citoyen, être productif et capable de penser aux générations futures. Et les jeunes en difficulté sont en général donc les jeunes qui sortent de prison, qui n'ont pas de repères, qui sont dans la semi-délinquance. Et l'auteur développe dans son ouvrage des modèles éducatifs qui les forment, qui les accompagne, qui les insère dans des instituts sociaux, des écoles de professionnels en restauration, en hôtellerie, mécanique et autres. Et à la sortie, ils sont opérationnels. Du coup, ils tirent donc ces jeunes-là vers le haut, tout en s'appuyant sur leur potentiel, comme qui dirait l'adage, l'adage en Wolof, nit moy garabam. Donc, il leur donne un projet de vie et je trouve ça véritablement important et noble. Alors justement, je vous propose tout de suite de découvrir l'auteur. School
l'éducation pour moi, c'est un accompagnement. Un accompagnement pour s'appuyer sur le potentiel de l'enfant ou de la personne à éduquer et pour essayer de voir ce qu'on peut tirer, ce qu'on peut qualifier d'éducatibilité. C'est-à-dire, il faut tirer la personne pour qu'il soit donc une meilleure version d'elle-même. Donc, ce qui fait que je l'appelle donc un accompagnement donc vers l'autonomie, un accompagnement vers l'insertion, un accompagnement pour que cette personne soit sociable. Donc, c'est pourquoi donc les jeunes qui sont concernés par ce livre, par ce texte, ce sont des jeunes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle que j'ai eu à accompagner pendant à peu près 4 ans. Donc, ce qui explique, je peux vous donner donc quelques exemples tirés des sociétés américaines ou aussi chinoises, je dirais, comment ils ont eu à constituer leur modèle éducatif et qui a un impact majeur sur leur capacité à produire. Et vous prenez l'exemple de la Chine avec Mao dans les années 60, où on lui a présenté un cadeau, c'est une délégation pakistanaise. On leur a offert un panier de mangue et que ce panier de mangue-là était destiné aux Chinois, aux représentants du parti et tout, mais ils ont tout fait pour essayer d'étudier ce produit, de voir la possibilité de le cultiver et de voir la possibilité même de le conserver. Donc, ce qui fait que tout produit qui est introduit donc dans leur territoire, les Chinois ont été préparés, éduqués de telle sorte qu'ils vont l'étudier, qu'ils vont se l'approprier et voir la possibilité même de le reproduire, ou s'il s'agit donc de la mangue, c'est tout simplement de le cultiver. Si c'était nos amis, je dirais les Secs et les Diaou, ils vont tout simplement commencer à déguster la mangue. Mais eux, leur réflexe, donc ils ont été tellement préparés qu'ils vont penser donc aux générations futures. Et l'éducation, c'est ça. Alors, il s'attaque à un sujet d'une brûlante actualité. Il y a énormément de jeunes en difficulté aujourd'hui. La question reste et demeure, comment les accompagner, comment leur offrir une seconde chance? On revient maintenant sur les thématiques abordées dans l'ouvrage. Voilà, tout à fait. Alors, ce livre fait une réflexion critique sur les thématiques liées au modèle éducatif, à la protection de l'enfance, au décrochage scolaire, à la pédagogie, aux problèmes de comportement des jeunes enfants. Il étudie certaines pratiques éducatives occidentales, des méthodes utilisées et leur efficacité. Alors, dans l'extrait 2, il revient sur 2 cas. Une jeune fille donc, qui a été violée par son beau-père, le mari de sa mère, et la cyberdépendance. Je vous propose tout de suite de le suivre. C'est la méthode des antinomies. C'est-à-dire que ici, on s'est posé comme objectif cette fille-là qui a subi donc un viol et qui est dans l'autodestruction et que elle a une mauvaise perception sur sa personne, une perception négative sur sa personne, une mauvaise représentation de soi. Elle est aussi dans la passivité et elle n'ose pas affronter ses problèmes. Et elle est aussi dans l'automutilation. Elle est en manque de confiance totale. Et elle va même jusqu'à fréquenter donc, des personnes qui sont nuisibles. Donc voilà. Donc on est dans cette situation. Et quand cette personne-là, quand on nous ramène cette personne-là, et que cette personne-là était dans des difficultés, on a mis cette méthode des antinomies, d'accord, en chaque caractéristique
correspond à une antinomie. Par exemple, ici, avoir une perception négative sur soi, l'antinomie, c'est l'estime de soi. Donc, je peux passer pendant, je vous dis, plusieurs semaines à ne travailler que sur l'estime de soi. Au-delà du suivi psychologique et tout. Parce que là, c'est une méthode psychologique et sociologique à la fois. La caractéristique liée à la passivité, c'est-à-dire ne pas affronter les problèmes, hein, être réactif face aux épreuves, je peux passer aussi plusieurs semaines à travailler que sur cet axe, sur cette dimension-là. Et que et je vais mettre en place parfois des méthodes liées donc au loisir, des sorties, aller au cinéma, pour qu'elles puissent guérir progressivement de ces écrans. Lorsque l'individu est absorbé par ces écrans-là, je dirais, et que ces écrans deviennent le centre de l'univers, et que les écrans les absorbent, les inhibent de telle sorte qu'ils deviennent dépendants par rapport à ces écrans-là, c'est là où se trouve le danger. De plus en plus, on parle, disons, d'une pédagogie numérique. La pédagogie numérique, c'est quoi? C'est de revoir notre rapport que nous avons avec l'écran. Ce qui fait que dans certaines écoles, de plus en plus, on vous donne, par exemple, on donne des écrans à l'enfant, on y met du contenu, des exercices et tout. C'est pour apprendre à l'enfant que le rapport que vous avez à l'écran, c'est un rapport d'utilité. C'est un écran qui doit être utile. Et si le premier rapport développé par l'enfant, ce n'est pas ce rapport-là, il risque tout simplement de transformer ça en futilité. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que visiter les TikTok, des futilités donc, qui ne servent à rien, alors qu'on doit essayer, disons, d'éduquer surtout les enfants pour qu'ils puissent corriger donc, le rapport qu'ils ont par rapport à l'écran. Elhadj Segagaï donne ce matin des conseils importants, pertinents, j'ai envie de dire, et qui nous invite justement à lire son ouvrage finalement. Alors, face à toutes ces difficultés, lui, il n'a pris que quelques exemples. Il a parlé de viol, de violence de manière générale, j'ai envie de dire, contre les jeunes filles et garçons. Il a parlé également de cyberdépendance, mais pas que. On sait aussi qu'il y a le décrochage scolaire, tu en parlais tout à l'heure. Il y a des jeunes qui commettent aussi de petits larcins et malheureusement, cela leur vaut un petit séjour carcéral. Quel modèle ou comment doit-on finalement prendre en charge ces jeunes-là? À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour les accompagner et leur donner une seconde chance? L'auteur donne quelques pistes de solutions, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, professeur Kwaku? Alors, écoutez, pour moi, tout se résume à l'éducation déjà, c'est pour moi très important. Et puis, en tant que bibliothécaire, je pense que nos États devraient pouvoir mettre en place des espaces de lecture publique, donc, qui occuperaient également ces enfants, ces personnes-là qui auraient plutôt un endroit où ils pourraient se retrouver pour apprendre et apprendre mieux, et essayer de les détacher beaucoup plus de l'écran quand même. Et parce qu'on connaît tous, en fait, on est de plus en plus sensibilisés sur les méfaits des écrans. Et donc, moi, je prônerais plutôt cette mise en place de bibliothèques publiques, d'espaces publics, de lectures publiques qui pourraient aider à la formation citoyenne, à l'éducation de ces enfants-là. Donc, moi, ce serait l'un des éléments, l'une des pistes de solutions que je proposerais en rapport avec ma discipline. Je ne vais pas sortir de ma discipline. C'est ça. Et des espaces jeunes, peut-être, réaction. C'est ça. En Mariama fait, Kamama. pour ma part, je rejoins le professeur, mais j'irai même quand même un tout petit peu plus loin. Parce qu'en fait, je trouve que la culture et surtout les arts permettent aussi de libérer, en fait, de sensibiliser, de former ces jeunes-là. Et en fait, on pourrait en fait utiliser justement l'art pour pouvoir libérer tout ça. Et on a vu que dans certaines disciplines, que ce soit l'art pictural, la peinture par exemple, où justement cette femme qui a subi un viol pourrait en fait se décharger et se libérer par rapport à ça. On a vu en fait que ça pourrait, en fait, au niveau psychologique, au niveau psychomoteur, tout ça, ça pourrait vraiment aider vraiment à ce que la personne puisse renaître, revivre
par rapport au choc émotionnel qu'elle a pu subir. Très bien. Oui. Belle contribution. Très rapidement, on termine les 7h20 à Lune. Non, je pense qu'ils ont donné de bonnes pistes de solutions par le biais de la lecture. Hein. Je me souviens, moi, de comment j'ai pris goût au livre, parce qu'à côté, il y avait une bibliothèque publique, hein, au musée régional de Thiès. Hein. Je ne remercierai jamais assez, à l'époque, le conservateur, M. Diakhaté, qui a suscité en nous pas mal de vocations, tout simplement parce qu'il avait su aménager un espace dédié aux tout-petits que nous étions. Et cela m'a grandement profité, moi qui suis très paresseux, moi qui ai vraiment du mal à me parceriser entre guillemets les leçons. S'il n'y avait pas ces livres, peut-être que j'aurais décroché depuis et j'aurais peut-être fait autre chose. Donc pour vous dire l'importance de la lecture, et bien également pour que cela puisse avoir lieu, il faut que l'enfant puisse grandir dans un milieu où il y a une présence de livres. C'est ça. Mais quand vous allez dans nos maisons, sur les étagères et tout, qu'est-ce que vous voyez? Des pots de fleurs et autres, je ne sais quoi. C'est rare de voir deux livres traînés dans le salon. Oui, Il pense que le toubab, il le fait juste pour le faire genre, comme on dit au Sénégal. Non, il le fait pour susciter l'intérêt chez l'enfant quand même de lire. Hein, de pouvoir un jour prendre un livre et le déclic peut venir de là. Il tombe sur un livre magnifique et là, il prendra goût quand même à la lecture. Et quand vous lisez, vous n'avez pas besoin de prendre le visa ou bien, je parle, de prendre l'avion. Vous voyagez faites le tour du monde en restant chez soi. Donc je pense que ça, c'est une piste de solution, mais également revoir notre modèle éducatif, qu'il y ait beaucoup plus de conseils également dans les établissements scolaires. Parce que souvent, il y a des enfants qui décrochent, non pas parce qu'ils ne sont pas doués, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de répondant. Il n'y a personne qui puisse leur prêter une petite écoute. C'est ça. Parler avec eux, leur donner les bons conseils, les bonnes orientations. C'est cela également qui manque dans nos grands établissements scolaires. Souvent, s'il n'a pas la chance de tomber sur un enseignant bienveillant, qui a de l'empathie, il va décrocher. Alors que ça, c'est un gâchis. On aurait pu quand même épargner cela à la société. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans notre modèle éducatif pour que nos enfants puissent être dans les meilleures conditions d'apprentissage et qu'ils puissent véritablement s'épanouir et servir demain le Sénégal. Parce que sans une jeunesse bien formée haute, notre avenir est menacé. Et moi, je rajouterais que je crois qu'il y a des maisons des jeunes maintenant dans certaines localités. Et ce serait bien qu'il y ait des espaces jeunes où on peut avoir à disposition des spécialistes pour pouvoir échanger et discuter avec ces jeunes-là. C'est important de pouvoir les écouter et les accompagner également. Ça existe, hein. C'est possible de le faire, des spécialistes là à disposition pour pouvoir discuter avec ces jeunes, pour éviter justement d'en arriver à des situations critiques. Khady, on va terminer ta chronique ce matin avec les nouvelles parutions. Voilà, on en a une et qui s'intitule donc « Sans regret ». Et c'est de Mariem Ndir. C'est un roman auto-édité. Sans regret. Oui, sans regret. On peut refermer la chronique sans regret maintenant. Voilà. Tu as parlé de regrets et de remords la semaine dernière. Oui, oui. Les regrets, c'est quand c'est déjà fait, c'est ça? On a déjà fait l'acte, on peut regretter. Les remords, c'est quand on n'a pas encore initié l'action. Le censure. Je n'ai pas oublié. Pas oublié. Merci, professeur Khady. 7h23, on avance sur le conducteur. Première partie de la rubrique invité juste après ceci. Pas besoin de lire. Retour en plateau, non mais à Lyon. Il dit que l'ouvrage sans regret, c'est le procès des hommes. Sans même avoir lu l'ouvrage, c'est sûr. Le titre en dit long, c'est ça. Écoutez, les hommes aussi, vous en faites parfois beaucoup trop. Voilà, c'est ça. Professeur Sylvestre Kouakou, revenons sur le sujet qui vous emmène sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur assimilé en sciences de l'information et de la communication à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et il nous vient donc plus précisément de l'EBAD, nos amis de l'EBAD, nous, Cessiens et Ebadiens, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, nous sommes des frères jumeaux, on peut le dire. Donc c'est un plaisir pour moi de vous accueillir sur ce plateau, professeur Sylvestre Kouakou, comme l'a dit Sarah, professeur assimilé en sciences de l'information et de la communication, donc à l'UCAD, plus précisément à l'EBAD. L'EBAD qui est organisatrice donc de ce colloque. L'EBAD, je le rappelle quand même, qui est l'école de bibliothécaires archivistes et documentalistes donc, du Sénégal. Et pourquoi l'EBAD fait de cet événement quand même un rendez-vous annuel, un rendez-vous prisé par les chercheurs en sciences de l'information et de la communication. Quelle est la pertinence de ce colloque? Et vous vous dirigez vers le 10e, n'est-ce pas?
Alors, en fait, c'est la première édition déjà du colloque, du colloque en sciences de l'information et de la communication en Afrique. Et donc, l'EBAD veut inscrire cet événement scientifique dans l'agenda de l'université et l'agenda scientifique du Sénégal en général. Alors, c'est un colloque qui va se tenir tous les 2 ans. Et donc, nous sommes à la première édition. Et nous donc c'est la première édition. Oui, alors, donc moi, on vous en souhaite 10. Heureusement. Bah oui, je pensais merci. que vous dirigez vers le 10e non, colloque. non, Et plus. Ok. Donc c'est un souhait, on va le dire. Tout à fait. Voilà. Et je pense que voilà, le directeur de l'EBAD, le professeur Moustapha Mbeng, aussi s'inscrit dans cette lancée-là. Et donc, cette édition du COSICA, qui est une trouvaille de l'EBAD, elle s'intéresse à l'intelligence artificielle et les métiers et des sciences de l'information et de la communication. C'est un colloque international dans la mesure où il réunit des chercheurs de différents pays d'Afrique francophone, donc l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, du Maghreb, de la France, des Caraïbes également. Et donc, on a vraiment un maillage relativement intéressant. Et cette année, nous avons comme école invitée l'ESI de Rabat, donc l'école des sciences de l'information de Rabat, donc un partenaire marocain qui œuvre avec nous sur ce colloque-là. Donc, en plus de l'aspect international, le colloque est multidisciplinaire, donc qui n'est pas cloîtré ou cloisonné au niveau des bibliothécaires, des archivistes et des documentalistes. Mais nous avons beaucoup de communicants journalistes, par exemple, qui sont parmi nous. Et nous avons des sociologues, nous avons des mathématiciens, des informaticiens, des géographes qui vont communiquer au cours de ce colloque-là. Et donc, ça dénote de la multidisciplinarité de ce colloque. Alors, je rappelle le thème, les sciences et métiers de l'information et de la communication à l'épreuve de l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, je disais, ces métiers seraient-ils aujourd'hui en danger, seraient-ils menacés? Mais avant de parler de la menace qui pèserait sur ces métiers-là, donc du fait, bien sûr, d'intelligence artificielle, est-ce qu'on ne devrait pas revoir ces fameuses théories de la communication à l'heure de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elles tiennent toujours la route, ces théories-là, ces fameuses théories de la communication? Alors, on va dire que l'intelligence artificielle révolutionne un peu tout ce qui est paradigme épistémologique. Ça, on le comprend bien entendu. Et d'ailleurs, ça fait partie des axes de ce colloque-là. L'axe 1 qui voudrait traiter de l'intelligence artificielle et ces nouveaux paradigmes qui sont proposés. De nouveaux paradigmes. Oui. Et donc, on va dire, si on prend les sciences de l'information documentaire, l'objet technique pour nous qui était l'information, aujourd'hui semble bouger vers ce qu'on appelle la donnée. Donc, on gérait l'information, maintenant on gère beaucoup plus de la donnée. Donc, ces nouveaux concepts-là doivent être théorisés et pris en compte avec l'intelligence artificielle. Et ce colloque-là va en parler d'ailleurs. Donc, je pense que oui, l'IA menace, enfin pas menace en tant que telle, mais pousse à revoir, à remodeler ces différentes théories de la communication et aussi des sciences de l'information. Qui ne deviennent plus absolues. Elles sont plus absolues, bien sûr, ces théories. De toute façon, les théories n'ont jamais été absolues. Les théories sont toujours relatives, parce qu'elles peuvent toujours être remises en cause. C'est clair. Mais est-ce qu'ils ont vu venir ces grands théoriciens de la communication? Ben non, on ne pouvait pas. Il y en a qui ont été un peu péremptoires quand même dans leur théorie. Bon, après, un vrai scientifique, entre guillemets, il ouvre toujours une fenêtre. Alors, un vrai scientifique, entre guillemets, n'est pas péremptoire, parce que la science, elle évolue. Donc, on ne peut pas être vraiment péremptoire. La vérité scientifique d'aujourd'hui, pas la vérité scientifique de demain. Mais dans un autre domaine, si on prend un Fukuyama qui théorisait la fin de l'histoire, il a été rattrapé par des choses. Après, il y a des gens qui se comportent comme des charlatans. Voilà, mais ça, ce n'est pas vraiment des scientifiques. Bon, on a pu voir avec la Covid. Mais bon, c'est une parenthèse que je refermerai. Mais voilà, ceci dit, alors, pour ce qui concerne les sciences de l'information et de la communication en général, alors,
de nouveaux horizons s'ouvrent. Oui, bien sûr, s'ouvrent, mais même l'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Hein. Voilà, parce qu'on a l'impression que ça vient d'arriver, c'est récent, nouveau. Mais ce n'est pas vrai. Et déjà, au milieu du XXe siècle, on en parlait. Oui. On en parlait avec des mathématiciens, des informaticiens anglais, Alan Turing, James McCarthy. Bon, mon anglais n'est pas très affûté, mais en tout cas, déjà là, on en parlait. Et en 1997, c'est là que le déclic s'est produit. Quand l'IA, on va dire comme ça, a battu, c'est-à-dire a battu le jeu d'échecs, le champion mondial. Là, on a dit, qu'est-ce qui se passe? Comment un logiciel puisse battre un humain? Et donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à prendre vraiment au sérieux l'intelligence artificielle. Et donc, sinon, ça existait depuis très longtemps. Alors, nous, dans nos métiers, les métiers des sciences de l'information et de la communication, donc je veux parler des bibliothécaires, des archivistes, des documentalistes, aussi des journalistes, des communicants. Alors, dans nos métiers, nous ne sommes pas épargnés, évidemment, par tout ce qui se passe là. Et comme au moment de la révolution industrielle, je pense, et là je dis que je pense, et donc je n'avance pas de façon péremptoire, mais je pense que, et je suis soutenu par des rapports de la Commission de l'Union européenne, par des rapports qui ont été produits en 2020, en 2018 en France, notamment avec Cédric Villani, qui est mathématicien. Alors, pour montrer que, évidemment, ces métiers-là, nos métiers, il y en a d'autres qui vont disparaître, malheureusement. Et il y en a d'autres... Ça commence déjà pour certains secteurs. Hein. Tout à fait. Est-ce que c'est ce qui explique aussi un tout petit peu le choix du thème? Parce que c'est une première édition, vous auriez pu choisir de débattre sur d'autres sujets, mais là, vous vous attaquez véritablement à quelque chose qui pourrait constituer une menace. Quand on parle justement des métiers de documentaliste, de bibliothécaire et tout ça, on a l'impression que l'intelligence artificielle, c'est déjà le cas, hein, petit à petit. Tout à fait. En train de remplacer certains métiers et les vôtres, par exemple. Non, pas les nôtres. Mais c'est surtout nous qui sommes menacés. Hein, oui, justement, vous, ça peut se poser. Alors, dans la chaîne de valeur, en tout cas, l'IA est en train de prendre en charge, ou pourrait prendre en charge certaines tâches. Tout à fait. Elle prend déjà en charge certaines tâches. C'est tout à fait normal. Hein. Par contre, il me semble que, pour le moment, il y a des tâches qu'elle ne peut pas prendre en charge. Donc les bibliothécaires resteront? Oui, ils vont toujours rester, les bibliothécaires. Les documentalistes resteront également. Sauf que, alors, comme je disais tantôt, il y a des métiers qui vont disparaître, ça c'est clair. Il y en a de nouveaux qui vont se créer. Et puis, il y en a d'autres qui vont devoir s'adapter. Et au rang desquels les nôtres. Tout à fait. Alors aussi, sur les journalistes, il va falloir s'adapter. Se réinventer. Se réinventer. Et c'est l'objet, c'est tout l'enjeu de ce colloque-là, c'est-à-dire de réfléchir sur comment intégrer l'intelligence artificielle dans l'exercice de nos métiers. Très bien. Et aussi dans la manière aussi de dispenser nos cours, donc dans notre science. Et la place de l'éthique dans tout cela? Ah oui. Parce que je pense également la question fondamentale, c'est cela. Quand on parle du métier de journaliste, ce qui fait véritablement la noblesse de ce métier, c'est faire preuve d'éthique, de déontologie. Mais ça, est-ce que l'intelligence artificielle quand même est prédisposée à cela? Je ne pense pas. Donc ce qui fait que l'humain sera toujours... Tout à fait, au centre. Au centre? Oui. Alors, l'IA déjà pose un problème, on va dire, enfin l'intelligence artificielle, en tout cas, la question de l'éthique, elle est posée, avec ce qu'on appelle les biais algorithmiques, les biais qui naissent à partir des données et qui sont incurgitées par l'intelligence artificielle. Donc, si ces données-là sont initialement, on va dire, biaisées, entre guillemets, alors l'intelligence artificielle va les reproduire, les amplifier. C'est ça. Donc, il n'y a pas vraiment d'éthique. Elle ne va pas corriger en tant que telle. Elle va plutôt les amplifier. Et puis après, on a aussi des biais de confirmation que l'intelligence artificielle peut amplifier, c'est-à-dire il y a des logiciels de recommandation de contenu. Donc quand on a des traces sur Internet, on va surfer. Après, on a des recommandations. Alors, s'il s'agit de politique, par exemple, vu votre opinion politique, alors le système d'intelligence artificielle va vous faire des recommandations. Donc cette recommandation poussée à outrance va enfermer l'individu dans une bulle. Et donc, il sera hermétique à des opinions contraires. Et donc, il va évoluer dans cette bulle-là. Et ça, c'est aussi un danger.
Très bien. Et donc, voilà. Et la disparition de la culture de l'effort également. Ah oui, bien sûr, la paresse cognitive. On est déjà en train de Ça faire le également, colloque sur le plateau. C'est l'une des conséquences aussi Oui, de bien sûr, l'intelligence bien sûr, artificielle la dans notre paresse secteur. cognitive d'ailleurs. 7h34, Voilà. on est rattrapé par le temps. Voilà. On va terminer sur, Sur le justement, programme du colloque, voilà, c'est Très ça. bien, c'est ça. Alors, donc le colloque va se dérouler du 24, donc à partir de demain déjà, avec la cérémonie d'ouverture, donc à l'UCAD 2, à l'amphithéâtre de l'UCAD 2. Donc une conférence sera dite par un professeur Idriss Assa, qui est directeur du Curie à l'UCAD, qui est, lui, informaticien. Donc il va dire cette conférence inaugurale. Et après, nous aurons différentes sessions, différents ateliers qui vont se dérouler à l'EBAD sur les 6 axes. Donc l'intelligence artificielle et les paradigmes épistémologiques en sciences de l'information et de la communication, l'intelligence artificielle et la gestion de l'information, l'intelligence artificielle et les pratiques journalistiques. On a beaucoup de communication là-dessus, donc nous vous invitons d'ailleurs. L'intelligence artificielle et les questions liées donc, au patrimoine, à la gestion du patrimoine. On a des communications très intéressantes là-dessus sur le parc national des oiseaux de Djouk, je pense. C'est ça. Voilà, donc on a des choses intéressantes à regarder. Ouais. Voilà. En tout cas, que des Merci. sujets qui pourraient intéresser évidemment tout le monde, beaucoup de chercheurs. Donc vous n'êtes pas enfermés entre bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Vous êtes ouverts vraiment au monde et ce sera d'ailleurs votre vocation. Un bibliothécaire qui ne s'ouvrirait pas au monde, n'en est pas un. Merci beaucoup, professeur. Restez avec nous. On fera un rappel du programme dans la deuxième partie, Inch'Allah. Et dans la deuxième partie, Mariama Kamara Diallo, vous reviendrez avec nous sur la semaine culturelle du coude. A tout de suite, voici le clip du jour. Merci de votre fidélité et bienvenue si vous nous rejoignez juste à l'instant. Retour en plateau, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. On consacre les dernières minutes de cette émission à Mariama Kamara Diallo Diouf, adjointe chef de service au département de l'animation culturelle du COUD. Et vous venez ce matin notamment nous parler de la semaine culturelle du COUD, le centre des œuvres universitaires de Dakar. De l'UCAD, on passe à l'UCAD. Voilà, des amphis. De l'EBAD. Voilà, nous débarquons sur le campus. C'est ça. Voilà, le lien est établi. Donc on va parler de l'animation culturelle du campus. Le temps d'une semaine culturelle, c'est un rendez-vous bien prisé. Pour ceux qui connaissent un peu la vie sur le campus, j'y ai été, je l'ai fréquenté ce campus-là, surtout avec la prédominance du Ngel à l'occasion de la journée culturelle. Je pense que la tradition sera toujours perpétuée. Alors c'est l'occasion donc pour revenir un peu sur les innovations de cette année pour l'édition 2024. Et pour en parler, nous vous recevons vous, Madame Diouf, Mariama Kamara Diallo Diouf. Donc vous êtes l'adjointe chef de service au département de l'animation culturelle donc du COUD. Alors d'abord, on va s'appesantir sur le thème retenu cette année-ci, tout simplement qui porte sur terroir, territoire et culture. Alors, est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur la pertinence de ce thème, Madame Diouf? Alors, bien sûr, je voudrais juste une petite rectification par rapport au département. C'est le département de l'animation, des activités culturelles et sportives. Voilà, il faut englober aussi le sport. D'ailleurs, je salue le département, M. Ndoye, les chefs des services, M. Gassama. Vous rappelez, département département des activités culturelles et sportives. Ok, des activités culturelles et sportives. Voilà, c'est ça, le DAX. C'est ça. Et donc, je salue justement M. Ndoye, le chef de département, les chefs des services, M. Saharo et M. Gassama, qui sont à la tête du sport et de la culture, et toute l'équipe d'ailleurs, tous mes collègues du DAX. Donc en fait, pour revenir à la question, la pertinence de ce thème, c'est parce qu'en fait, comme on le disait, le nouveau directeur, le docteur Deneboud, avait cette vision de la culture qui permettait de fédérer en fait toute cette communauté universitaire. Et la seule façon justement de pouvoir fédérer les gens, c'était autour de la culture et de leur appartenance, de leur terroir et de leur communauté. Alors on a des appartenances géographiques, on a des appartenances culturelles, et donc c'était le meilleur moyen justement de pouvoir mettre en place cette fédération. Et donc, ça revient aussi à un moment donné où justement, on était en proie à certaines tensions. Et donc, du coup, ça permettait vraiment de pouvoir redescendre toute cette tension, de pouvoir vraiment nous approprier vraiment l'espace universitaire dans toute sa diversité. Voilà. Et c'est disons, un thème d'une grande pertinence selon moi, pour qui connaît un peu donc, la vie sur le campus. C'est vraiment
le Sénégal qui s'y donne rendez-vous. Mais c'est ça. Vous avez toutes les composantes de notre nation sur le campus exactement. universitaire. C'est-à-dire qu'à travers les trois mouvements qui sont le Kekendo, le mouvement Serir Defleng et les Fulbe, ces trois communautés-là, en fait, rassemblent quand même rassemble toute la communauté universitaire. Et donc rien que par exemple pour le Kekendo, qui est la structure qui représente le Sud, on voit que vraiment toutes ces appartenances-là, on voit les Diola, les Serir, les Sosé, les Bandiak, on voit vraiment tous. Et donc toute la partie sud voilà, du Sénégal. toute la partie sud. Après on va vers les Fulbe et ensuite après on va vers le centre, Et donc quand on voit tout ça, on se dit que vraiment le Sénégal, moi qui vous parle, je suis Sosé et en même temps Peul. Donc vous imaginez, lorsque l'on est dans des activités, on se rend compte que vraiment, on ressent, on revit en fait toute cette culture juste à travers ces activités-là. Surtout à l'occasion des journées culturelles, qui reçoivent souvent le soutien du COUD, parce que sans l'implication du COUD, aucune de ces journées culturelles-là ne pourrait prospérer. Et chaque communauté a sa journée culturelle, c'est ça, exactement. Donne plus de vie. C'est ça, surtout que là, en fait, il y a une innovation, parce qu'en fait, c'est la première fois que l'on crée ce format-là, ce format de semaine culturelle. Bon, c'est assez intense, c'est vrai, parce que tous les jours, nous avons des activités, et non pas qu'une seule. Nous avions hier nous avons fait la cérémonie d'ouverture, et donc on peut le voir que lors, par exemple, l'après-midi, il y a la balade culturelle de toutes les communautés. Ensuite, après les autres jours, vous verrez le Ngel, le Ird, vous verrez tout ce qui se fait très souvent au village, maintenant se transpose en milieu urbain, se transpose au milieu universitaire. Et donc là, vraiment, on sent vraiment que le campus vit d'une autre manière. Parce que les programmes culturels doivent être bien pensés et bien conçus pour que justement ils puissent avoir cet impact, ce réel impact social, ce réel impact que nous, on a besoin. Parce qu'en fait, l'étudiant aussi, on se rend compte que vraiment, il ne peut pas être uniquement dans les amphis, il doit être aussi, dans un milieu où on ressent son bien-être, et son bien-être va passer forcément, mis à part bien sûr, bien manger, bien dormir, etc. Mais s'épanouir, mais il doit s'épanouir. Et la culture, le sport vont nécessairement permettre à l'étudiant justement de s'épanouir pleinement et totalement. Est-ce qu'il y a des activités sportives qui sont également prévues? Parce que là, on a beaucoup parlé de culture. Et quelles sont ces activités-là? Bien sûr. Et il a été proposé en fait un concert fitness et des matchs de football entre les départements du DAX et aussi les mouvements culturels. Voilà. Et donc, en fait, on se rend compte que, mis à part en fait, ce programme culturel, on devait aussi quand même intégrer du sport. Parce que le sport aussi fait nécessairement partie voilà, de cet épanouissement-là. Et donc, le fitness, qui est un format quand même que l'on ne retrouve pas ailleurs. En fait, on retrouve ailleurs, mais dans les clubs. Et donc là, du coup, on le retrouve à l'université. Et donc vraiment, c'est de la musique, aussi, et puis tout le monde avec des coachs qui sont là, il faut suivre, c'est assez ambiancé, voilà, c'est ça. fait bouger tout le monde. Et donc vraiment, c'est très intéressant par rapport à cette innovation-là. C'est réservé aux étudiants ou nous autres Non, même les salles sont ouvertes, également venir assister à toutes ces activités au grand public, c'est ça. Vous êtes invités. Très bien. Vous connaissez même des lutteurs qui, à l'époque, fréquentaient un peu la grande salle, en tout cas, de gymnastique du COUD, qui est sous le stade là. Oui, c'est ça. Mais parlons de ce stade, même si en fait, ce n'est pas le prétexte de votre venue, mais peut-être que vous allez transmettre la doléance au nouveau DG du COUD. Je pense que quand vous disposez d'une infrastructure qui n'est pas du tout bien utilisée, qui est sous-utilisée par rapport au potentiel qu'elle a, parce que c'est d'ailleurs l'un des talons d'Achille du club estudiantin, qui est donc le Dakar University Club, parce qu'il joue loin de ses bases. Alors que vous avez un stade où il y a suffisamment de surface, il y a suffisamment d'espace pour mettre déjà une pelouse synthétique, faire une petite rallonge des tribunes pour accueillir
donc tous ces étudiants-là qui donneraient tout pour supporter leur équipe Fagnon, je pense que ça également, vous devrez véritablement en faire voilà, l'une de vos priorités sous le mandat de Ndéné, voilà, qui était un excellent tribun à l'époque à l'université, quand il était notre leader. Effectivement, il fallait. Voilà. Mais bon, vous allez lui transmettre. Ça, on a fait une petite digression. Comme j'aime beaucoup le sport, je me dis, à chaque fois que je passe par l'université, je me dis, ça, c'est un gâchis. On peut en faire autre chose quand même. Alors, par rapport surtout toujours donc, à cette semaine culturelle, vous n'avez pas que le campus universitaire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le COUD également a sous sa juridiction d'autres campus. Est-ce qu'ils seront tous associés à l'occasion de cette journée-là? Bon, pour l'instant, on est resté sur un format en fait uniquement sur le campus universitaire de l'Université Cheikh Anta Diop. Voilà. Bien entendu, c'est la première édition. Donc après, à ce niveau-là, il y aura un bilan. Et en fait, les années suivantes, on l'espère, parce qu'on essaiera en fait d'inclure vraiment tous les campus et surtout en fait de faire des jumelages, même avec, pourquoi pas, d'autres mêmes universités dans la sous-région. Ça, ce serait vraiment l'idéal aussi, pourquoi pas. Et les autres pays, en tout cas, les autres nationalités, parce que c'est ça également l'Université de Dakar, il n'y a pas que les Sénégalais. Ils sont intégrés, ils sont intégrés dans le programme. Oui. Seront-elles de la partie à l'occasion de cette journée? Bien sûr, parce que c'est l'occasion, par exemple, hier, avec le Carnaval des cultures, de pouvoir montrer justement, et c'était les invités étaient même les Marocains, les Comoriens et les Capverdiens. Et donc, en fait, pour nous, c'était même presque évident, parce qu'on ne vit pas qu'entre Sénégalais, on vit aussi avec les autres nations. Et donc, pour nous, c'était presque évident de pouvoir les intégrer. Voilà, c'est ça. Il y a un volet culinaire aussi ou pas? Bien sûr, bien sûr. Ah oui, c'est d'ailleurs ce matin. C'est d'ailleurs ce matin le volet culinaire. L'immanquable question de la céréale. C'est ce matin. C'est ce matin en plus. Il y aura un set settle. D'accord. Il y aura un set settle et puis ensuite après il y a une mini foire exposition des plats. Et donc voilà. Et donc là on aura l'occasion de goûter le etodieng, le caldou, donc vraiment... Je vous recommande cela. Oui. Voilà, j'ai goûté, mais c'est magnifique. C'est très bien. Khadi, voilà. On va aller sur place pour déguster. Bien sûr, Alors, un rappel du programme, c'est durant toute cette semaine-ci, Madame Diouf, qu'est-ce qu'on devrait retenir pour les derniers jours? Bon, pour les derniers jours, en fait, on va retenir que, principalement, on a essayé, en fait, de partager, en fait, les programmes pour que tout le monde puisse s'y voir. Ce n'est pas forcément des programmes clairement établis, mais c'est surtout établi aussi selon les appartenances culturelles. Le Ngel, par exemple, ou le Fani Kendo, que l'on voit dans le sud, vous aurez l'occasion, en fait, de le voir à travers justement des horaires bien convenus. Parce qu'il y a certains programmes qui ne peuvent pas se faire en même temps. Parce qu'il y a des voilà, c'est ça. Et donc, on ne peut pas le faire en même temps. Par contre, c'est pourquoi on a essayé d'espacer tout au long de la semaine. Voilà. Donc, ça permet vraiment aussi de pouvoir vraiment assister à cette ferveur, par exemple, du IRD, qui est quelque chose de très... que les Fulbés ils ressentent. Et donc voilà. Et donc pour le transmettre, il faut vraiment qu'aussi on fasse des programmes qui soient vraiment qui soient très adaptés. Voilà. Merci beaucoup, Madame Diouf. Les souvenirs remontent à la surface. Je vais faire le détour. Mais bon, on consacre cette minute précieuse à notre premier invité, le professeur Sylvestre Kouakou, sur le rappel donc, de ce colloque, le premier. Et je vous souhaite d'en tenir plus de 10. Merci. Voilà. Alors, en une minute. Ce colloque va se tenir du 24 au 26. Donc, dès demain, la cérémonie d'ouverture. Et après les différentes sessions qui vont avoir lieu à l'EBAD. Donc, la cérémonie d'ouverture aura lieu à l'UCAD 2. Et les différentes sessions. Donc, nous invitons les professionnels des sciences de l'information et de la communication. Nous invitons également les chercheurs et tous les citoyens qui sont intéressés par ces défis que pose l'intelligence artificielle à nos sociétés, à être présents à ce colloque qui va se dérouler à l'UCAD et à l'EBAD demain, après-demain et le vendredi.
Merci beaucoup, Merci. professeur Voilà. Sylvestre Kouakou. Merci, Mariama Kamara Merci. Diallo Diouf. Merci, ma chère Khadi. Merci. On se retrouve mardi prochain, c'est ça Voilà. Merci, mon cher Alioune. Voilà, Merci merci. de nous avoir regardés ce matin et aux équipes techniques également. Un grand merci, encore une fois, merci à Jean-Paul Mendy et à toutes les équipes de Canatia qui m'ont habillé aujourd'hui. Oui, Alioune. Merci à notre ami collègue de la RTS, archiviste, hein, donc représentant de l'ABAT ici, SAR, donc du service archive de Radio Sénégal, donc, qui a facilité la venue de notre invité, le professeur Kouakou. Voilà. Merci encore une fois de votre fidélité à la matinale de la Une. On vous souhaite une excellente journée. On vous retrouve demain dès 6h30 pour un nouveau Quinqueliba. Au revoir et gardez le sourire, quoi qu'il arrive. I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was left.